Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Pour cet épisode, nous retrouvons Maître Florence Verhaeghe, avocate au barreau de Rouen, certifiée spécialiste en droit de la santé. Maître Verhaeghe nous partage aujourd'hui les éléments juridiques relatifs à la laïcité au sein d'un établissement public de santé, avec Léa pour le micro des gynécos. Bonjour Florence, on se retrouve de nouveau sur la chaîne du micro des gynécos avec ton expertise dans le droit pour nous parler aujourd'hui de la laïcité au sein d'un établissement public de santé. Est-ce que tout d'abord tu peux nous rappeler un petit peu les principes de la laïcité et ses enjeux au sein d'un établissement de santé publique comme l'hôpital? Bonjour Léa, merci encore pour cette nouvelle invitation, j'en suis ravie. Aujourd'hui, tu souhaitais m'entendre sur un principe de laïcité au sein d'un établissement public de santé et tu me demandes d'abord de rappeler finalement les grands fondements de ce principe de laïcité. La laïcité, il faut le rappeler, c'est un principe constitutionnel qui figure à l'article 1er de la Constitution de 1958. On peut aussi retrouver et rapprocher ce principe au sein de l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Maintenant, on peut se demander comment ce grand principe de laïcité en France trouve à s'appliquer au sein d'un établissement public de santé et pour vous, les soignants, agents de la fonction publique. C'est l'enjeu de ce podcast, donc je vais vous proposer finalement d'évoquer des jurisprudences précises qui ont donné lieu à des décisions le plus souvent de tribunaux administratifs ou encore du Conseil d'État. Quoi qu'il en soit, d'ores et déjà dans mon introduction, je voulais vous rappeler l'existence du référent laïcité dans tous les établissements publics de santé. Ce référent existe et doit être un guide pour vous à chaque fois que vous avez un doute. Parce qu'on est toujours dans des situations, moi je vais vous donner des exemples concrets de jurisprudence, mais vous vous trouvez toujours dans des situations où vous pouvez douter. Et en cas de doute, je vous invite à consulter ce référent laïcité au sein de l'établissement dans lequel vous exercez. C'est super intéressant déjà d'avoir cette information-là parce que je pense qu'elle n'est pas connue de tous. Alors c'est très récent, Léa, ce référent laïcité. Il existait dans certains établissements, puis il a été consacré depuis une loi de 2021. Donc c'est pour ça que je pense que ça s'est mis en place très doucement au sein des établissements et que c'est encore un petit peu méconnu des praticiens. Mais surtout, il faut le solliciter en cas de doute. D'accord. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous rappeler comment un soignant doit respecter ce principe de laïcité lors de son travail au sein d'un établissement de santé publique? Alors oui, parce que vous, soignants, vous êtes agent de la fonction publique et donc vous êtes soumis au respect du Code général de la fonction publique qui rappelle cette obligation absolue que vous avez dans le cadre de vos fonctions de soignant. C'est un principe de neutralité totale. C'est-à-dire que vous ne devez à aucun moment témoigner, démontrer une quelconque appartenance religieuse, encore moins pratiquer du prosélytisme au sein de l'établissement dans le cadre de vos fonctions. Ça, c'est vraiment un principe fondamental. Vous devez l'avoir toujours en tête. C'est une obligation stricte qui a un corollaire, évidemment. Tout de même, on vous accorde une obligation, un devoir. On vous oblige à un devoir. Il ne va pas sans un droit qui est celui, évidemment, de la liberté de conscience. C'est-à-dire que vous avez le droit, tout à fait le droit, de ne pas être discriminé dans vos fonctions fondées sur votre religion. Voilà, ça c'est vraiment les deux principes fondamentaux que vous devez avoir en tête vous concernant au sein de l'établissement public.
Et donc concrètement, quelles applications ça a à l'hôpital? Ouais, alors je vais vous donner des exemples concrets pour que ça vous parle et à mon sens, vous êtes déjà interrogé peut-être dans l'exercice de vos fonctions et peut-être on vous l'a déjà rappelé. En tout cas, le port de signes religieux est totalement prohibé lorsque vous travaillez à l'hôpital. Typiquement, vous ne pouvez pas porter de chaîne autour du cou avec une étoile de David ou une croix catholique ou encore une main de Fatma. Surtout pas de port de signes religieux devant vos patients qui seraient susceptibles de pouvoir identifier votre religion. On a une jurisprudence concrète, j'ai des exemples réels où une poursuite disciplinaire a eu lieu parce qu'un patient a vu son chirurgien à la sortie du bloc avec la blouse en plus, parfois vous avez le cou découvert et un signe religieux a été vu par le patient, une chaîne autour du cou et le patient n'a pas manqué de relever ce port de signe religieux qui va à l'encontre de la laïcité, de votre principe de neutralité. Donc, vous pouvez faire l'objet tout de même de poursuites disciplinaires, voire de sanctions. Donc, soyez vigilants sur le port de signes religieux. Même si vous pouvez penser que c'est discret, que c'est sous votre t-shirt, soyez vigilants, il ne faut pas que ce soit visible. Aussi, je retrouve de la jurisprudence sur des professionnels de santé. Alors, la jurisprudence que je vise, c'est une infirmière qui avait quelque peu détourné l'utilisation d'une charlotte ou d'un calot de bloc opératoire en continu dans tous les actes qu'elle faisait dans l'établissement public dans le cadre de ses fonctions pour camoufler ses cheveux, pour utiliser cette charlotte ou ce calot comme un voile. Là aussi, vous ne pouvez pas détourner votre équipement et votre tenue professionnelle pour assouvir des contraintes religieuses qui pourraient être les vôtres. Soyons clairs aussi, une grande question sur le port du voile qui a beaucoup animé notre société. Elle a aussi fait l'objet d'interrogations dans les établissements publics de santé. Et quand vous êtes soignant, vous ne pouvez pas porter votre voile quand vous exercez vos fonctions. Voilà, au sein de l'établissement public. La CEDH a même décidé que c'était totalement proportionné de vous interdire de porter ce voile dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Voilà. Si vous vous posiez toutes ces questions, je crois que j'ai balayé les grands exemples qui pourraient survenir dans votre exercice. J'ai aussi retrouvé, si ça peut arriver, des comportements discriminatoires pour motifs religieux entre collègues, où on a cette procédure disciplinaire qui avait été menée à l'encontre d'un médecin homme qui ne voulait pas serrer la main de ses collègues femmes. L'établissement de santé avait estimé qu'il pouvait faire l'objet de poursuites disciplinaires parce que cette discrimination était motivée par des motifs religieux. Voilà, Léa, les quelques exemples que je pouvais vous donner. Et concrètement, tout à l'heure, tu nous as parlé de la clause de conscience. C'est quelque chose que l'on peut avoir, notamment nous dans notre pratique sur l'IVG. J'imagine que c'est encadré aussi par la loi. Oui, alors là, c'est strictement encadré, Léa, et vous n'avez pas de doute à avoir. Finalement, c'est une situation qui est claire et nette dans la loi. Vous pouvez évidemment faire jouer ce qu'on appelle la clause de conscience. Je peux vous rappeler même qu'il y a un texte pour vous rassurer et vous serez certain de ce que je dis pour aller consulter l'article R 4127-47 du Code de la santé publique qui prévoit qu'un médecin a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. C'est cette fameuse clause de conscience. Et vous devrez retenir comme grand repère lorsque vous souhaitez faire jouer cette clause de conscience qu'il ne doit pas y avoir d'urgence. Attention, on est dans tous les cas où il n'y a pas d'urgence. Vous devez en informer sans délai votre patiente de ce refus à la prendre en charge et à pratiquer l'IVG.
Et surtout, vous devez prendre toute disposition pour que soit assurée la continuité des soins, avec notamment, dans ces cas-là, une transmission à un collègue qui, lui, ne fera pas jouer cette clause de conscience avec toutes les informations nécessaires à la bonne prise en charge de votre patiente. Donc, vous pouvez faire jouer cette clause de conscience, notamment dans tous les cas où on vous sollicite pour réaliser une interruption volontaire de grossesse. Mais on est donc d'accord que la clause de conscience, elle est motivée par des raisons qui sont professionnelles et personnelles et absolument pas religieuses. Vous n'aurez pas à révéler que cette motivation, elle est religieuse. Pas Mhm. du tout. Vous pouvez dire ce sont des raisons personnelles ou professionnelles. Vous n'avez pas à le dire, mais on le sait. Cette clause de conscience, bien souvent, c'est votre clause à vous de fait de vos croyances religieuses. Et elle s'applique à d'autres sujets, la clause de conscience? Ah bah dès que ça n'est pas en conformité avec vos croyances religieuses, vous pouvez faire jouer cette clause de conscience, bien sûr. Heureusement. D'accord, ok. Vous devez, attention, hors les cas d'urgence, hein, toujours. Mhm. En cas d'urgence, la clause de conscience, elle ne peut pas jouer. En revanche, dans le cadre de votre pratique au sein d'un établissement public de santé, vous pouvez faire jouer cette clause de conscience dès lors que ce qu'on vous demande de faire, que la prise en charge de la patiente va à l'encontre de vos croyances religieuses. Mais vous n'aurez pas à le motiver officiellement sur des croyances religieuses. Ok. Vous pouvez opposer juste le texte. Et le texte prévoit des raisons professionnelles ou personnelles. Par exemple, participer à une interruption médicale de grossesse également, ou peut-être une chirurgie vulvaire ou quelque chose qui... Bien sûr, je pense aussi à si vous êtes amené à participer à des PMA, par exemple, et que Mhm. à l'encontre de vos croyances religieuses, si, alors sinon je donne des exemples, là, j'ai pas de jurisprudence, je ne m'assois pas sur de la jurisprudence acquise, mais imaginons cette gynécologue ou ce gynécologue à qui on demande de pratiquer une PMA entre deux femmes de même sexe, eh bien, vous pouvez tout à fait refuser pour des raisons professionnelles ou personnelles. Et ce sera pas considéré comme de la discrimination de patiente. Non, vous vous retrancherez derrière votre clause de conscience. Ok. Et Ah, mais... attention, et vous prendrez toutes vos dispositions pour qu'une continuité des soins soit assurée. Attention, hein, c'est pas je ne le ferai pas, et c'est tout. Vous devez assurer une continuité, c'est-à-dire que vous devez trouver le praticien qui acceptera de prendre en charge la patiente. Ouais, c'est intéressant d'avoir ces précisions-là qui sont importantes dans notre quotidien. Et donc, à l'inverse, quels sont les devoirs et les obligations en termes de laïcité pour le patient qui, lui, entre dans un hôpital ou un établissement de santé publique? Alors Léa, on passe dans une deuxième phase différente de la laïcité, c'est-à-dire que là, on vient de voir que la laïcité vous concernant, vous, agent de la fonction publique, et vous pouvez vous interroger aussi, être confronté à la laïcité qui viendrait à s'appliquer pour un patient. Et là, c'est très encadré, on a beaucoup de jurisprudence, le patient, lui, a un droit très clair à exercer librement son culte dans le cadre de sa prise en charge. Soyons clairs, le patient, il est beaucoup plus libre que vous. D'accord? Lui, il peut vraiment se présenter dans un établissement public de santé avec tous les signes religieux qu'il souhaite, quand bien même il est dans un espace public. D'accord? C'est un principe qui est affirmé et qu'on retrouve dans le Code de la santé publique, qui affirme le droit des patients à exercer librement leur culte dans le cadre de leur prise en charge. Mais attention, avec des limites, bien entendu. Et donc concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple du quotidien?
Oui, bien sûr. Alors, je prends un exemple pour vous, les gynécologues obstétriciens exerçant au sein d'un établissement public de santé. Je pense à cette patiente qui pourrait se présenter entièrement voilée, avec le visage couvert. Dans ce cas, si elle peut se présenter avec son voile, quand bien même nous sommes dans un espace public, vous serez bien fondé à solliciter à ce qu'elle découvre son visage, parce que une telle demande répond à des principes, à des impératifs de sécurité et de santé pour une bonne pratique de vos soins. C'est-à-dire que vous devez pouvoir identifier cette femme et vérifier son identité. C'est pourquoi vous pouvez, en effet, à ce moment-là, au nom du principe de laïcité, par exemple, lui demander de découvrir à minima son visage. Ok. Et en cas de refus de soins, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit respecter? Alors, le refus de soins, c'est vraiment une question qui doit vous interroger. Alors, évidemment, on met toujours à part le cas de l'urgence. Quand il y a un cas de pronostic vital engagé, là, vous ne portez pas atteinte au consentement de votre patiente dans l'accomplissement de votre acte de soin. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est totalement à part. Là, je parle de la consultation libre, où il y a du temps, où on peut réfléchir. En effet, vous devez toujours respecter un refus de soins motivé par des croyances religieuses, même si le Code de la santé publique vous demande tout de même d'insister, de présenter les risques, les avantages. Enfin, voilà, vous devez quand même faire une présentation assez claire de la situation en cas de refus. Vous devez insister, voire convaincre tout de même votre patiente, mais vous respectez évidemment son refus de soins et vous devez la solliciter afin que ce refus de soins ça soit réitéré après un délai raisonnable. C'est-à-dire que dans le cadre de votre consultation, vous recevez ce refus de soins motivé pour des convictions religieuses. Très bien, vous le respectez. Vous présentez les tenants, les aboutissants, les risques qui sont pris, voire même vous devez l'inviter à mener une réflexion et vous fixez à nouveau une nouvelle consultation dans le cadre de laquelle votre patiente devra réitérer ce refus après un délai raisonnable. Voilà. Alors, le délai raisonnable, c'est vous qui l'arbitrez. 15 jours, 3 semaines, un mois. En tout cas, vous devez quand même inviter votre patiente à réfléchir sur ce refus de soins et ses conséquences. D'accord. Et donc, on est d'accord qu'un patient peut choisir son soignant en dehors de l'urgence et refuser d'être pris en charge par un homme, par exemple. En effet, c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver et qui arrive, j'en suis certaine, dans le cadre de vos prises en charge. La loi du 4 mars 2002 rappelle ce droit fondamental du libre choix de son médecin et de l'établissement dans lequel on souhaite se faire soigner. Ça, c'est un principe fondamental. Donc, votre patiente peut donc exprimer ce choix d'être soignée par quelqu'un du même sexe, donc par une femme, d'ailleurs, sans motiver cette demande. Elle n'a absolument pas besoin de dire c'est pour des croyances religieuses, c'est parce que ma religion m'interdit que ce soit un homme. Non, même pas. Elle peut dire voilà, moi je veux que ce soit une femme. Alors attention, si dans l'organisation du service ça n'est pas réalisable, à l'impossible nul n'est tenu. Vous lui expliquez, oui, écoutez là il n'y a pas de médecin du même sexe disponible. Donc, soit vous revenez, soit vous changez d'établissement. Évidemment, vous respectez, on n'impose pas, mais on ne pourra pas faire droit à votre demande parce qu'en fait, il n'y a pas de médecin disponible. D'accord? Ça peut arriver. C'est l'organisation interne du service et c'est comme ça. Après, c'est elle de prendre ses décisions en fonction des contraintes du service dans lequel la patiente est prise en charge. Merci beaucoup, Florence, pour tous ces rappels sur la laïcité qui sont importants à connaître pour notre pratique au quotidien. Est-ce que tu souhaitais
conclure par quelque chose ou rajouter un petit mot avant qu'on termine Ouais. cet épisode? Je vais conclure par là où j'ai commencé. C'est toujours des situations complexes, à mon sens, où c'est toujours compliqué de faire un arbitrage. Et c'est pour ça que je vous renvoie à mon introduction, où en cas de doute, consultez votre référent laïcité. C'est à lui de vous aiguiller au mieux dans le cadre de votre prise en charge. Ce d'autant que tous les textes légaux sont clairs. Dès lors qu'il n'y a pas d'urgence, vous voyez quand même que vous avez le temps de vous poser et de réfléchir, et avec votre patiente et avec vous-même, pour agir au plus près de vos intérêts, sans que votre responsabilité soit engagée. Donc vraiment, faites-le. C'est à mon sens un bon guide pour que votre prise en charge soit conforme au principe de laïcité. Super, merci beaucoup Florence et à bientôt pour un autre épisode. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.